Bonjour tout le monde, on va commencer le webinaire d'aujourd'hui. Mon nom est Martine Fortin, coordonnatrice de projet à la Coxida. On est ici donc pour le webinaire Femmes et VIH, santé, sexualité et droits. C'est l'étude de Chihuahua qui est en fait l'étude sur la santé sexuelle et reproductive des femmes vivant avec le VIH au Canada. On va en entendre parler davantage évidemment pendant la prochaine heure, mais en gros, c'est une étude qui a été réalisée à peu près 350 femmes vivant avec le VIH au Québec et 1400 à travers le Canada. Donc, il y a une foule de données vraiment intéressantes. Le questionnaire était très élaboré. Il y a plusieurs sujets qui ont été abordés. Donc, aujourd'hui, on va voir quelques constats des études. Et plus spécifiquement, on va pouvoir comprendre les objectifs et le fonctionnement et le profil des participants de la cohorte Chihuahua, de connaître les principaux constats de l'étude en lien entre autres avec la criminalisation de la non-divulgation du VIH dans un contexte sexuel et l'expérience de violence, et se familiariser avec le modèle de soins intégré pour les femmes vivant avec le VIH. Donc aujourd'hui, on a Dr Alexandra de Pocomandi, qui est chercheur principal au CUSUM, qui est aussi professeur adjoint donc, au CUSUM et médecin de famille spécialisé en VIH depuis 2003. Elle pratique actuellement au service d'immunodéficience. Ses principaux intérêts de recherche incluent les cancers causés par le virus du papillome humain, le VPH, chez les personnes qui vivent avec le VIH et particulièrement la prévention potentielle du cancer anal, la santé des femmes vivant avec le VIH et les soins de santé intégrés en médecine du VIH. Son travail en tant que médecin et chercheur vise à reconnaître les préoccupations de santé des patients et à apporter des améliorations aux pratiques cliniques qui bénéficieront les personnes vivant avec le VIH. Bonjour. Bonjour, merci. Et on a aussi Karen Prouboucher, qui est coordonnatrice provinciale du Québec pour la recherche Chihuahua. Karen détient un baccalauréat et une maîtrise en sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Au cours des 10 dernières années, Karen a été impliquée sur divers projets de recherche auprès des femmes vivant avec le VIH ainsi qu'auprès des jeunes vivant avec le VIH depuis la naissance. Elle s'intéresse particulièrement à la question du dévoilement, à la gestion du secret entourant le VIH, à la dynamique familiale qu'instaure ce secret et à la gestion de la stigmatisation chez les personnes vivant avec le VIH. Donc, on est très chanceux de les avoir avec nous. Merci beaucoup d'être là. Je vous laisse la parole. Merci de nous accueillir et de nous donner cette belle occasion de rencontrer et de pouvoir partager nos résultats avec la communauté. Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme ça. Oh, parfait. Alors, c'est une tradition chihuahua aussi de commencer chacune de nos présentations en remerciant et reconnaissant les propriétaires traditionnels des terres sur lesquelles nous nous rencontrons et les ancêtres qui nous précèdent. Donc ici, nous sommes à Montréal, donc c'est un territoire Mohawk non cédé. Ici, nous tenons à remercier chacun des participants, toutes les femmes vivant avec le VIH qui sont engagées dans l'étude, les pairs associés de recherche également, puis tous les co-chercheurs, en fait, toute la grosse équipe au niveau national qui est impliquée dans l'étude. Et encore une fois, merci à la Coxida de nous accueillir et nous donner cette occasion. Enfin, on a beaucoup de remerciements à faire. Remerciement national, en fait, c'est tous les partenaires communautaires et cliniques qui ont pris part à l'étude, donc tous ceux aussi également, je tiens un remerciement spécial à tous les organismes communautaires du Québec qui ont participé, qui nous ont aidés à trouver les participantes, à organiser les entrevues, qui aussi nous ont offert souvent des locaux pour nous permettre à nos pairs de faire les entrevues. Alors, un grand merci à vous tous. Également, c'est aussi une tradition chihuahua d'honorer et de nous rappeler les femmes ayant pris part à Chihuahua et qui sont décédées. Ce sont 59 participantes qui sont décédées depuis le début de l'étude, dont l'une de nos pères, Marisol, et qui subsistent à travers les récits qu'elles nous ont confiés. Alors, voilà, maintenant, je peux commencer la présentation. L'étude Chihuahua a été créée en réponse à deux importants changements dans le portrait de l'épidémie du VIH. Le premier est en fait l'augmentation de l'infection par le VIH chez les femmes, comme vous le savez. À l'échelle mondiale, maintenant, on en est à plus de 50% des personnes vivant avec le VIH qui sont des femmes. Au Canada, ce sont 23%, donc environ un quart des personnes vivant avec le VIH qui sont maintenant des femmes, donc qui vivent avec le VIH. On peut voir la figure qui montre la proportion des hommes et des femmes maintenant au Canada depuis le début de l'épidémie. Cette augmentation chez les femmes est due entre autres à une plus grande vulnérabilité biologique
et un croisement de multiples barrières découlant des déterminants sociaux de la santé. Alors, par déterminants sociaux de la santé, on comprend, en fait, ça inclut les faibles revenus, le moindre accès à l'éducation, souvent l'insécurité du logement et l'insécurité alimentaire qu'on trouve beaucoup chez les femmes. On a aussi une histoire de colonialisme très important au Canada, donc qui persiste. Puis aussi de racisme également qui est vécu et bien sûr d'iniquité genrale. Le deuxième changement concerne les questions des avancées dans les traitements. Les antirétroviraux, comme on sait, ont permis d'améliorer grandement l'espérance de vie avec de plus en plus d'options de traitement et la réduction de la charge virale à l'indétectabilité. Les avancées permettent également aux femmes de réaliser et de planifier leur grossesse en toute sécurité pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Toutefois, il demeure plusieurs défis à relever, dont la prévention des nouveaux cas, la stigmatisation et la discrimination qui persistent et les inéquités pour les femmes vivant avec le VIH, entre autres en ce qui concerne l'accès aux soins et à l'espérance de vie. Effectivement, une étude récente canadienne estime que l'espérance de vie pour les personnes vivant avec le VIH à l'âge de 20 ans serait de 37 à 45 ans. Donc, pour une personne qui vit avec le VIH qui a 20 ans aujourd'hui, peut estimer vivre en santé jusqu'à environ ses 60 ans, un peu dans la soixantaine si on veut. Ceci représente une énorme avancée comparativement aux années 90, mais ça demeure quand même très en deçà de la population générale. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. N'oublions pas qu'il s'agit là d'une statistique et on continue toujours à avoir des avancées au niveau des traitements thérapeutiques et des thérapies disponibles. Par contre, l'étude révèle aussi des inéquités, entre autres, entre les hommes et les femmes. On a pu démontrer qu'au Canada, les femmes vivant avec le VIH avaient une espérance de vie de 7 années de moins que les hommes. C'est énorme. Et puis, c'est en contraste avec la population générale, complètement contradictoire, puisque dans la population générale, on trouve normalement une espérance de vie beaucoup plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Même chose, entre autres, pas seulement chez les femmes, mais entre autres pour les communautés autochtones, par exemple. Donc, les personnes d'origine autochtone ont une moins grande espérance de vie, de beaucoup moindre que les femmes, pas les femmes, excusez-moi, mais les autres populations. Merci, les non-autochtones. Merci. Voilà. Comme ça. Il y a aussi une grande iniquité parmi les femmes vivant avec le VIH elles-mêmes. On peut voir que les femmes de communautés marginalisées sont affectées par le VIH de manière disproportionnée. Par exemple, un exemple qu'on peut voir, parmi les nouveaux cas donc, de tests positifs au VIH parmi les femmes par ethnicité de 1998 à 2008, on peut voir que les femmes autochtones représentent 43% des femmes vivant avec le VIH, alors que dans la population canadienne, seulement 4% de femmes autochtones. Alors, on peut voir la très grande iniquité de surreprésentation des femmes autochtones. C'est la même chose pour les femmes d'origine africaine, caribéenne et noire. Donc, on peut voir qu'il y a 18-19% de femmes noires qui vivent avec le VIH au Canada, donc dans les nouveaux tests. Mais par contre, il y a seulement 3% de femmes noires d'origine africaine, caribéenne au Canada. Alors, il y a une très grande disproportion à ce niveau-là. Alors, les questions, c'est comme, qu'est-ce qui peut expliquer cette grande disproportion? Pourquoi ils sont affectés de façon disproportionnée à ce point-là? L'hypothèse, en fait, pour nous, serait dans les déterminants sociaux de la santé, entre autres, comme j'ai déjà parlé, le colonialisme, le racisme, iniquité de genre, puis l'accès à l'éducation, mais on pense aussi à l'accès aux soins, aux services, bon, etc. Je pense que c'est ça, à l'accès aux soins de santé. Alors, étant donné ces constats et les demandes venant de la communauté pour développer des stratégies de soins qui répondent aux besoins des femmes, l'étude CHIWAS a été développée. Alors, CHIWAS, c'est un acronyme pour le Canadian HIV Women's Sexual and Reproductive Health Study. En français, comme Martine l'a dit tantôt, c'est l'étude sur la santé sexuelle et reproductive des femmes vivant avec le VIH au Canada. Alors, l'étude CHIWAS, c'est une étude canadienne déployée en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.
longitudinal, donc qu'on a plusieurs collectes de données dans le temps et qui est basé sur les principes de recherche communautaire. Donc, on parle ici des principes JIPA que vous connaissez, les principes MIWA aussi, donc MIWA qui signifie le Meaningful Involvement of Women Living with HIV, donc l'implication significative des femmes vivant avec le VIH dans la recherche. Donc, ce qui veut dire, c'est que ce n'est pas seulement de l'avoir une place, un poste qui est un peu symbolique, mais en fait, une implication qui va être significative, qui veut dire quelque chose pour la femme qui s'implique. Pour cet homme, ça va être de compléter le questionnaire, c'est une implication qui va être significative pour elle, et pour d'autres, ça va être d'occuper un poste au sein de l'équipe de recherche. Donc, c'est un questionnaire à choix multiples qui est administré par les pairs. Donc, on a environ 35 pairs présentement au Canada, 35 pairs associés de recherche qui font partie de l'équipe. Vous pouvez voir la distribution là, à travers le Québec, l'Ontario et Colombie-Britannique. Ici, au Québec, on a 9 pairs associés de recherche et 2 pairs alliés de recherche. Donc, une femme trans et une femme autochtone qui ont permis d'augmenter le recrutement auprès de ces populations-là. L'objectif général est d'améliorer les soins pour les femmes vivant avec le VIH et l'accès aux soins. Entre autres, quand on parle de soins, on parle autant cliniques que services sociaux. Et puis, bon, l'étude s'est déroulée depuis 2011 et va se terminer en avril 2019. Alors, la cohorte, en tant que telle, comme Martine l'a mentionné tantôt, c'est 1422 femmes vivant avec le VIH qui ont été recrutées dans tout le Canada. C'est la plus grosse cohorte de femmes vivant avec le VIH au Canada qui a été menée jusqu'à ce jour. La première vague a été de août 2013 à mai 2015. Puis, vous pouvez voir aussi là, par province le nombre de participantes. Donc, ici au Québec, c'est 353 femmes qui ont pris part à l'étude, à la première vague. Au moment de la première vague, les femmes étaient âgées en moyenne de 43 ans. Vous voyez aussi les proportions selon les groupes d'âge qu'on avait. Donc, la majorité là, avait entre 30 et 49 ans là, qui ont participé à l'étude. C'est pas ça là. Aussi, Chihuahua a recruté des participantes représentant la diversité des femmes vivant avec le VIH au Canada. On peut voir au niveau de l'ethnicité qu'on a 41%, là, vous ne voyez pas très bien, je crois, sur le PowerPoint, mais c'est 41% de femmes qui s'identifiaient blanches, 30% de femmes s'identifiant comme des origines africaines, caribéennes et noires, et 22% de femmes autochtones, un 7% là, qui s'identifiaient comme autres, donc soit européennes, asiatiques, Moyen-Orient, par exemple. On a aussi 54 femmes dans tout l'échantillon qui s'identifiaient comme femmes trans, 180 qui s'identifiaient de la communauté lesbienne, bisexuelle, queer et bispirituelle. On a aussi environ 10% là, de notre échantillon qui étaient de jeunes femmes, donc qui avaient moins de 30 ans. Puis, donc, on a peut-être eu un petit peu de difficulté à rejoindre ces femmes-là, mais n'empêche, c'est quand même un bon nombre. Puis, 438 femmes qui avaient un historique d'injection de drogue. Donc, par historique, j'entends qui ont déjà fait usage de drogue injectable ou qui en font usage présentement. Et puis, ensuite, on a 82 participantes qui étaient actuellement, donc au moment du premier questionnaire, qui étaient impliquées dans le travail du sexe. Et puis, enfin, 77 femmes qui n'avaient pas accès, qui n'avaient pas reçu de soins VIH dans la dernière année au moment du premier questionnaire. Donc, 77 femmes sur tout l'échantillon de chez nous. Une question? Oui. Parce que tu as dit qu'il y avait des femmes qui avaient un historique d'injection de drogue, mais que là, les autres femmes étaient présentement au travail du sexe. Est-ce qu'il y a une raison derrière la question qui était maintenant versus historique? Ou? Je crois que, en fait, on est capable on peut savoir qui en faisait usage présentement ou non. Puis la même chose pour les femmes qui étaient impliquées dans le travail du sexe. Dans le questionnaire, il y avait moyen de savoir qui en avait déjà eu recours à ça. Simplement, c'est les chiffres là, que j'avais. Ici, ils sont combinés comme ça, on est capable. Ouais. Mais ce serait possible, si jamais c'est quelque chose, quelqu'un a envie de travailler sur ces données-là, en particulier sur ceux qui en ont déjà fait l'usage et qui n'en font plus l'usage, ou l'inverse, on peut aller chercher ces données-là.
Maintenant, je vais parler de la vague 2. Donc, de juin 2015, qui a eu lieu de juin 2015 à janvier 2017. C'était un questionnaire de suivi. Je vais vous parler un tout petit peu plus du questionnaire tantôt. Donc, c'est environ le même questionnaire dans lequel il y a eu des mises à jour, si on veut. Puis, donc, on a pu revoir 1252 femmes sur 1422. Ça fait donc un taux de rétention de 88% au niveau national, ce qui est vraiment très bien. Ça a été un gros travail d'équipe, autant avec les pairs, les organismes communautaires, les milieux cliniques, pour retrouver chacune de ces participantes-là. Et au Québec, je dois le mentionner, on est toujours très, très fiers de notre taux de rétention de 90% des femmes qu'on a pu retrouver et interviewer à nouveau pour la deuxième vague. Maintenant, la vague 3, elle est présentement en cours, donc on en est au troisième questionnaire, encore une fois 18 mois après le deuxième, donc ça fait déjà 3 ans qu'on a fait même je dirais plus, parce que ça fait 4 ans qu'on a parti la première vague. C'est encore le même questionnaire de suivi avec de nouvelles priorités. Donc ça fait 1 an et 4 mois qu'on a commencé. On est à ce jour à 73% de rétention. Et encore une fois, je suis vraiment très, très fière de dire qu'au Québec, on a atteint notre 88% de rétention, ce qui est vraiment, vraiment formidable pour une troisième vague. J'ai confiance qu'on va atteindre encore notre 90%. Donc, c'est un peu le message important aussi à lancer aujourd'hui. Notre objectif est de clore la troisième vague en septembre. Donc, il nous reste environ, ici au Québec, il nous reste environ 39-40 femmes à retrouver. Il y en a parmi celles-là qui sont perdues de vue depuis la première vague, donc depuis 3 ans. Soit elles ont déménagé, on a perdu complètement contact, ou parfois elles sont en détention, donc on ne peut pas avoir contact avec elles. Mais c'est le moment de lancer le message donc, aux femmes, à tous nos partenaires, de c'est le temps ou jamais de faire, s'ils veulent participer, avoir la chance de faire leur dernier questionnaire, c'est maintenant. Je vais entrer en contact aussi un peu avec tout le monde pour essayer de faire ce dernier, appel-là. Donc, on devrait avoir encore une fois un beau taux de rétention là, pour la troisième vague. C'est aussi la dernière. Hein. Ensuite, après cela, Chivas va se conclure. Puis, voilà. Donc, c'était mon message pour aujourd'hui, mais ça va très bien. Donc, on est quand même capable de retrouver, de retracer toutes ces personnes-là, toutes ces femmes-là. Tu as déjà précisé la différence entre les provinces. Oui, c'est vrai, merci. Donc, oui, on est très fiers que ça va très, très bien au Québec, 88%, mais on peut voir comme, par exemple, en Colombie-Britannique, où c'est plus difficile, sont à 53% présentement, mais il faut prendre en note que les populations ne sont pas les mêmes. Eux, ils font affaire, pas ils font affaire, mais pardon, ils voient des populations beaucoup plus mobiles. Par exemple, elles ont un très grand nombre de personnes autochtones dans leur échantillon, et les femmes autochtones sont très mobiles, alors elles déménagent beaucoup, soit entre les réserves, hors de réserve. Il va changer aussi beaucoup entre, nous, ce qu'on appelle les provinces, mais entre bon, les territoires qui n'ont pas les mêmes, frontières, si on veut. Donc, ils vont avoir beaucoup de pertes de suivi à ce moment-là. Donc, puis, on a aussi, au Québec, on a eu un grand recrutement à la clinique où nous sommes, ce qui est plus facile pour nous de faire le suivi avec les participants. Donc, comme on a recruté près de 50% de notre échantillon au Québec dans la clinique où moi je travaille, alors je peux faire un suivi lorsqu'elles viennent voir leur médecin, je peux aller les voir puis leur demander si ça les intéresse toujours. Et puis souvent, on peut retrouver je vais juste en anglais, leur contact, leur numéro de coordonnées, merci. Donc, voilà, donc c'est ça que ça, on paraît très très bien au Québec pour ça, mais on doit dire qu'on l'a peut-être un tout petit peu plus facile que dans d'autres provinces. Aussi en Ontario, ils avaient eu une subvention spéciale pour essayer de trouver des participants difficiles à rejoindre. Alors, comme à la première vague, elles ont eu un grand nombre de participantes très difficiles à rejoindre, par exemple des femmes sans-abri, etc., bien, par définition, elles sont très difficiles à retrouver également. Alors, ça explique les différences dans les niveaux de rétention entre les provinces. Alors, le questionnaire, donc c'est un questionnaire qui a été créé en collaboration là, autant avec les membres de la communauté, les femmes vivant avec le VIH, les chercheurs, les cliniciens intervenants.
Donc, c'est un processus sur plusieurs mois. Il comprend 10 sections. C'est des questions à choix de réponse. Le questionnaire est fait environ 100 pages. Ça prend 1h30 à 2 heures à compléter en entrevue individuelle, en fait, en face à face avec une paire sur ordinateur. Donc, c'est quand même, c'est long, mais la plupart nous reviennent avec des commentaires que c'est un beau moment de partage avec la paire. Puis bon, les femmes, les participantes reçoivent toujours une compensation de 50 $ là, pour compléter le questionnaire. Donc, vous voyez toutes les sections qui sont abordées. Donc, il y a énormément de questions, mais il y a beaucoup d'informations qu'on réussit à recueillir et qu'on peut redonner là, par la suite. Donc, maintenant que j'ai parlé de la mise en place de Chiwaz et donné un portrait de notre cohorte, je vais laisser la parole à Alexandra qui va nous présenter quelques résultats issus de l'étude. Merci, Karen. Alors, j'enchaîne. Il y a eu quand même beaucoup de publications de Chiwaz. On a choisi certaines qui, je pense, vont peut-être plus vous intéresser ou plus pertinentes dans votre domaine. D'abord, un point assez important, c'était dans la vague 2, il y a eu des questions sur si les femmes étaient au courant de la décision de la Cour suprême de 2012 et s'ils la comprenaient bien. Fait que ça a été ajouté dans la vague 2. Et on peut voir ici, non, il faut que, attendez, je vais juste activer ma petite souris. Hein, faut cliquer. Ah, voilà. Alors, ici, vous pouvez voir, 73% des femmes connaissaient, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà entendu parler de la décision de la Cour suprême et de la loi. Par contre, de ceux-là, après ça, on fournissait une explication et elles répondaient si c'est ce qu'elles avaient compris. Et la moitié de celles-là avaient vraiment bien compris, avaient une compréhension juste de la loi. Et si on regarde dans l'ensemble de la population, 37% des femmes connaissaient et comprenaient la loi dans laquelle les personnes vivant avec le VIH sont tenues de divulguer le statut VIH. Fait que ça démontre un bel endroit où on peut faire plus d'éducation chez les femmes et les informer plus. Évidemment, les femmes plus marginalisées et les moins engagées dans les soins sont plus susceptibles d'ignorer la loi, ce qui est problématique parce que c'est aussi celles qui sont plus susceptibles de ne pas être indétectables. Fait que je pense que c'est vraiment un rôle qu'on a à jouer en collaboration entre cliniques, soins comme pas soins, mais les centres communautaires, puis tout le monde qui travaille dans le domaine. Quand on regardait l'impact perçu de la jurisprudence sur l'engagement aux soins de santé, alors que 82% disaient qu'elles faisaient confiance à leurs prestataires de soins de santé pour le VIH, malgré la confiance, il y en avait 65% qui disaient que la loi et la jurisprudence pouvaient changer ce qu'elles étaient prêtes à dire aux médecins. Fait que ça change, ça affecte quand même leur relation avec les prestataires de soins de santé. Et il y en avait 39% qui pensaient que la loi sur le dévoilement du VIH nuisait aux femmes qui vivaient avec le VIH. Alors ça, c'est un point central. Alors, ce qu'on retient de ça, premièrement, la connaissance et la compréhension de la loi sur le non-dévoilement est sous-optimale chez les femmes vivant avec le VIH. Puis ça demande qu'il faut vraiment soutenir un petit peu mieux l'éducation des femmes et les initiatives autant communautaires que cliniques pour l'éducation concernant la criminalisation et la prise en charge des décisions. Puis je vais ajouter, en clinique, souvent on y pense quand on est soit quand la personne devient détectable, soit quand la personne arrive dans les soins. Puis après, souvent, l'agenda est pris par toutes sortes de priorités hautes. Et il y a quand même beaucoup de choses dans l'éducation qui embarquent. Fait que vraiment, de toute évidence, je pense qu'il faut travailler tout le monde ensemble pour essayer d'améliorer l'information à ce niveau-là. Ensuite, il y avait un papier de Carmen Logi concernant la violence vécue à l'âge adulte chez les femmes vivant avec le VIH. Et, j'ai perdu mon petit point, non, il faut que je clique. Et on voit que 80% des femmes ont déjà vécu un type de violence. On parle de violence physique dans 75% des femmes, violence sexuelle chez 44% des femmes et de la violence verbale chez 75%. Et presque la moitié disait qu'elle subissait un contrôle assez important du partenaire dans les décisions. Je pense que c'est des pourcentages un peu alarmants, malgré que je suis certaine que vous aussi, vous allez
ça nous étonne pas tant que ça parce que je pense qu'on en entend beaucoup et c'est ce qu'on constate aussi, mais là, ça documente et ça rend évident l'importance des soins en prenant compte des traumas passés et des violences passées. Encore là, dans le fond, dans le même papier, selon les modes d'acquisition, on a fait la différence entre une relation sexuelle consensuelle ou non consensuelle. Et les relations sexuelles non consensuelles ont été rapportées comme le 3e mode d'acquisition du VIH chez les femmes, et c'était par 16,5 %, comme presque 17 % des femmes rapportaient que c'était avec une relation forcée qu'elles avaient acquis le VIH. Alors, c'est encore là, ça montre l'importance du trauma dans l'acquisition du VIH et la relation avec le diagnostic aussi, je pense qu'il faut en tenir compte. En termes d'activité sexuelle, un papier a regardé un peu l'activité sexuelle et la satisfaction sexuelle chez les femmes vivant avec le VIH au Canada. Alors, on a documenté que 49 % des femmes vivant avec le VIH sont inactives sexuellement, n'ont pas d'activité sexuelle. Et c'était lié soit à l'insatisfaction sexuelle ou le sentiment de stigmatisation souvent vécu. Et ça, on voit, malgré les bons résultats des traitements contre le VIH et le mouvement qui devient de plus en plus connu de indétectable égale intransmissible. Alors, ça devient de plus en plus connu dans la communauté, mais ça demeure que l'activité sexuelle est limitée par le VIH. Et quand on regarde les raisons pour l'abstinence intentionnelle, parce que bon, il y avait des raisons d'abstinence un peu comme toute la population, pas de partenaire, moins de désir, j'en ai pas besoin, j'ai moins de... mon partenaire a moins de désir sexuel. Fait que bon, en bleu, c'est tous ceux qui sont un petit peu plus communs puis partagés par la population, mais en rouge, je suis inquiète ici sur la criminalisation liée au VIH. C'était une des raisons pour l'abstinence intentionnelle. Et ici, c'est le dévoilement du VIH qui m'inquiète et qui me limite dans les activités sexuelles. Alors, encore 2 endroits où on peut vraiment intervenir pour faire plus d'explications, de la rassurance, puis des interventions pour aider les femmes à avoir une vie sexuelle plus active et satisfaisante si c'est ce qu'elles désirent, puis c'est les facteurs limitants. C'est quand même le tiers des femmes qui ont dit que le dévoilement du VIH était la limite. Ensuite, on a examiné un petit peu la cascade des soins dans notre population. C'est sûr qu'il faut comprendre que juste par le fait que c'est une étude, on a beau essayer de recruter ailleurs et par les organismes communautaires, on va avoir une prévalence plus augmentée de les patients qui sont liés avec les soins, il faut s'y attendre. Fait que ici, on avait c'est pour toute la population, les 1400 femmes, qui ont déjà eu un lien avec les soins VIH, 98 %. C'est évidemment surestimé de toute la population vivant avec le VIH. C'est normal à cause de l'étude. Mais au moins, on voit après ça un petit peu qu'est-ce qui se passe après. Et on peut voir que, étant sur antirétroviraux, ici, alors 83 % des femmes de l'étude étaient sur antirétroviraux et 72 % avaient une charge virale indétectable. Et ça, c'était rapporté par les femmes, mais il y a eu un papier de validation pour montrer que c'était fiable quand même. Les femmes rapportaient assez bien si elles étaient détectables ou indétectables, ou si elles ne le savaient pas. Non? Mais quand elles disaient qu'elles étaient indétectables, c'était assez valide comme donnée. Si on regarde par contre par population, alors par sous-groupe, en haut ici, non, c'est bon. En haut ici, alors pour les âges, les différents âges, on voit que les populations plus jeunes, 16 à 30 ans, on les perd beaucoup plus dans le cheminement de la cascade de soins et on voit qu'il y a juste à peu près 55 % qui finissent par avoir une charge virale indétectable. Cette population inclut les patients qui sont nés avec alors c'est non plus pas quelque chose qui me surprend personnellement, mais ça rend facile. Vieillir dans l'adolescence avec le VIH, c'est pas facile. Alors,
c'est non plus pas quelque chose qui me surprend personnellement, mais ça représente bien la difficulté des fois qu'on a à les garder dans les soins et la difficulté qu'ils ont, eux, à continuer à soutenir le suivi dans les soins, puis prendre les médicaments de façon régulière, c'est pas facile. Fait que c'est quelque chose qui non plus ne surprend pas, mais qui démontre bien qu'on a un défi là qu'on peut essayer de contribuer et d'améliorer. En vieillissant, après, ça s'améliore pour la cascade. Si on regarde au niveau ethnique, bien, on voit que la population autochtone aussi, on a plus de difficultés à les maintenir dans les soins, à les maintenir sous antirétroviraux, et qu'on arrive avec des 57% qui peuvent rapporter qu'elles sont indétectables. Alors, comme on parlait un petit peu, souvent, il y a beaucoup d'autres facteurs déterminants de la santé qui rentrent en jeu là. L'instabilité, autant d'alimentation que de domicile, l'utilisation de drogues intraveineuses, l'éducation, le statut économique, les différences de pouvoir dans les décisions. Fait vraiment, c'est une population qui, on peut faire un petit peu plus d'intervention pour essayer de les aider à atteindre les charges virales indétectables. Et si on regarde justement l'insécurité alimentaire, on peut voir que quelqu'un qui rapporte avoir une insécurité alimentaire, il y a plus de gens qui finissent par arrêter les antirétroviraux ou ne pas avoir de charge indétectable. Ce qui rappelle que dans les soins VIH, souvent on a toujours notre issue finale qui est la charge virale, mais il y a tellement plus que juste la question simple de l'adhérence puis la prescription des antirétroviraux. Il faut s'occuper vraiment de toutes les composantes de la vie et des déterminants de la santé. Et ça c'est des preuves, en fait, que faut vraiment traiter la personne dans son ensemble avec toutes ces difficultés dans la vie pour essayer d'optimiser notre issue, puis l'espérance de vie, puis la qualité de vie. Encore une fois, ça démontre tout simplement ici incarcération. Les femmes qui ont une incarcération, je pense qu'ils ont rapporté beaucoup qu'ils ont beaucoup de difficultés à poursuivre les traitements pendant les incarcérations et utilisation de drogues intraveineuses, aussi plus de difficultés à maintenir une charge virale indétectable. Il y avait une question par rapport à l'insécurité alimentaire. Est-ce qu'on connaît le pourcentage des personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire? On le connaît, mais pas là. Il faudrait aller voir, effectivement, dans nous, parce qu'on avait les questions validées pour l'insécurité alimentaire. Je ne sais pas s'il y a un papier en cours, je ne me rappelle pas s'il y en a un en cours présentement pour ça. Je ne peux pas vous les donner par cœur pour celle-là, mais on pourrait les avoir. La personne qui a posé la question peut suivre avec Karen, soit pour avoir les données, soit pour vérifier s'il n'y a pas encore personne qui a décidé de faire un travail sur les données, on peut les faire en collaboration. Ensuite, pour le test PAP, c'est-à-dire là, on va plus un petit peu dans les soins spécifiques aux femmes, le dépistage du cancer du col. On sait qu'au Canada, le dépistage du cancer du col par le PAP test est recommandé une fois par année chez les femmes qui ont le VIH. Aux États-Unis, ça a été changé aux 3 ans dans les dernières années, mais au Canada, ça a continué d'être une fois par année. Et au moment de poser les questions, c'était clairement une fois par année aussi. Alors, quand on leur a demandé quand était le dernier PAP test chez les femmes, alors on a vu que 2 tiers ont répondu que c'était dans la dernière année et 1 tiers, ça faisait plus longtemps. On s'entend que quand on demande une question comme ça, on sait très bien, c'est rapporté par la personne et on ne pouvait pas valider cette donnée-là, mais on sait très bien par d'autres études qu'il y a un biais de désirabilité sociale, c'est-à-dire que la personne est en face d'une autre paire, a tendance à un peu vouloir dire que oui, ça fait moins longtemps que ça le fait vraiment. Et il y a aussi un biais du télescope qu'on appelle, qui fait que les événements plus distants, on tend à les mémorer de façon plus récente qu'ils sont vraiment. Bref, dans toute population, si on nous demande c'est quand le dernier test qu'il fallait faire, on a tendance, tout le monde, à rapporter que c'est un petit peu plus récent, puis quand on vérifie, ça fait un peu plus longtemps que prévu. Alors, le 2 tiers qui adhèrent aux recommandations,
on pense que c'est surestimé, mais ça nous fait apprendre quand même de ceux qui savent clairement que ça fait plus longtemps, quelles ont été les raisons du délai, puis c'est quoi les facteurs de risque. Alors, dans ces femmes-là, il y en avait 18% à peu près que ça faisait de 1 à 3 ans. Ça peut être pas si grave comme délai, par exemple, quand si ça fait 13-14 mois, juste de passer le 1 an, c'est vraiment pas grave. Quand ça commence à être plus proche du 3 ans, on n'est pas dans les recommandations canadiennes, ça commence à ressembler aux recommandations américaines, mais il faut se rappeler que même aux États-Unis, le haut 3 ans est admissible seulement s'il y a eu une série de pap tests normaux avant de passer aux 3 ans. Fait que s'il y a eu 2 pap tests à 3 ans d'intervalle, c'est pas optimal non plus. Il y a quand même 5% que ça faisait entre 3 et 5 ans, 4,6% que ça faisait plus de 5 ans et 4% qui n'en avait jamais eu. Ça, c'est vraiment un pourcentage incroyable on a vraiment un travail à faire pour améliorer. Puis je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a appris par la suite. À droite, vous pouvez voir ici par province. Alors, évidemment, vous pouvez voir que 80% des femmes en Colombie-Britannique avaient eu un pap test dans la dernière année. Donc, il y a une meilleure performance pour l'adhérence aux lignes directrices dans la province. Au Québec, on était un petit peu moins bon. Et si on demande aux patientes qui se faisaient plus que 12 mois, c'est quoi les raisons du délai? Ici, ça fait un tableau chargé, mais je vais juste vous montrer. Ici, chaque colonne indique la durée. Fait que ça, ici, ça serait les femmes qui ont un plus court délai d'1 à 3 ans. Puis ici, c'est les femmes qui n'ont jamais eu de pap test. Alors, j'en ai pas eu l'occasion. Ça, c'est les barrières personnelles dans la première section ici. J'aime pas ça. J'ai un petit peu peur que ça fasse mal, peur qu'ils trouvent quelque chose, peur d'avoir à rediscuter de mon VIH. Alors ça, il y a plusieurs facteurs qui sont assez communs, qui peuvent arriver. Ici, il y a un point assez important. Je n'ai pas eu de relation sexuelle à l'âge, je ne me considère pas comme étant un risque élevé. Alors, on sait très bien que le risque du cancer du col, ça peut arriver des dizaines d'années après avoir acquis le VPH. Et il ne faut pas être si sexuellement actif pour acquérir le VPH. Là, 75% de la population va acquérir un type de VPH dans leur vie. Alors là, on voit que, oups, l'impression de ne plus être sexuellement actif donne une fausse impression d'être protégé contre le cancer du col, ce qui n'est pas le cas. Et si on voit ici en bas, je ne pensais pas que c'était nécessaire. Quand même, presque 40% des femmes ont répondu ça, dont 37% de celles qui n'ont jamais eu un pap test. Et mon prestataire de soins de santé ne l'a jamais mentionné. Ça, c'est un petit peu surprenant, un peu honteux pour nous, les prestataires. Et c'est 39% des femmes qui n'en ont jamais eu, qui n'en ont juste jamais entendu parler. Alors, ça rappelle que, bon, c'est sûr que souvent, dans le rendez-vous, il y a plein d'autres problèmes plus aigus. Notre priorité, bon, ça va être d'abord, s'il y a un problème aigu, une infection aiguë, traiter ça. Après ça, mettre les antirétroviraux. Puis il y a souvent d'autres problèmes. Puis le dépistage, bien, c'est souvent remis au prochain rendez-vous. Mais des fois, le prochain rendez-vous, il n'arrive juste pas. Et il y a toujours autre chose. Fait qu'il faut vraiment se rappeler que, bon, si ça ne fonctionne pas dans notre système de routine, il faut trouver d'autres systèmes pour que ça embarque. Parce que vraiment, qu'elle ne soit pas au courant du besoin et qu'on n'ait jamais parlé, c'est énorme. Voilà. Ensuite, ici, ça faisait partie de la première phase. Avant de faire les questionnaires, on a fait des groupes de discussion avec les femmes. On en a fait dans toutes les provinces pour un peu avoir leur perception de ce que pouvaient être des soins centrés sur les femmes, des soins VIH centrés sur les femmes. Et ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait plusieurs composantes. Il y a des choses que les femmes discutaient qu'on peut penser que toute la population générale serait d'accord avec le même principe. Fait qu'on les a séparées. Il y avait différentes composantes que les femmes aimeraient qu'elles soient intégrées dans les soins aux femmes VIH. Alors, par exemple, ici, priorité de base, c'est comme patiente, je veux avoir des bons soins. Je veux que les médecins soient compétents dans ce qu'ils font et qu'ils me donnent les bons soins. Alors, une des citations qu'on avait, par exemple, je suis allée voir un gynécologue et il ne s'y connaissait pas en VIH. J'essayais de lui expliquer où j'étais, mes CD4, mais c'est moi qui informais et éduquais mon médecin. C'est quelque chose qui a été vécu assez souvent.
Et vice-versa, des fois, dans les soins pour femmes, avoir à parler au médecin VIH, bien, ça me prendra un pas de test, il paraît. On a vu un petit peu les situations de sentir que, bon, je vais voir mon médecin de famille puis il ne comprend pas le VIH. C'est quelque chose qui, de base, j'aimerais ça que quand je vais voir mon médecin, je n'ai pas besoin de faire d'éducation sur mes problèmes. Ensuite, comme personne, c'est-à-dire, je ne veux pas me sentir comme un numéro. Ça aussi, je pense que c'est assez universel comme souhait. Puis un genre de déclaration positive, il ne vérifie pas seulement votre santé, il est intéressé par tous les aspects qui font de toi une personne. On n'est pas juste un tableau avec des chiffres. Puis ça a été dit des deux côtés. Je me sentais comme un numéro, je me sentais juste comme un patient en série. C'est important et comme on vient de le voir, tous les déterminants de la santé et de la vie de la personne peuvent affecter énormément les issues de la santé. Fait que c'est un rappel que oui, c'est très important. Ceci étant dit, je fais une petite parenthèse que souvent on est tous de plus en plus informatisés dans les cliniques et tout ça. C'est une adaptation pour tout le monde, je pense, même les médecins, parce que là, il faut taper la note, il faut regarder. Puis je pense que ça a été discuté aussi, puis tout le monde reconnaît, c'est des défis à garder un sentiment de soins, de conversation personnelle, quand il faut tout gérer, les formulaires, l'ordinateur, l'attente pour les patients. Fait que c'est des obstacles à ce sentiment-là. Ensuite, comme femme, ben, les soins des femmes, s'ils peuvent être intégrés le plus possible avec les soins reliés au VIH, c'est plus facile. Dans le fond, une des mentions ici à gauche. Personnellement, ça fait pratiquement 3 ans et demi que je n'arrive pas à avoir un rendez-vous avec mon gynécologue parce que je ne suis plus enceinte. Je reste une personne avec le VIH, j'ai besoin d'un suivi. Fait que des fois, certains services sont bien arrimés, ça va bien ensemble, puis là, pour les dépistages cancer du col, ça tombe entre deux chaises. Fait que ça, c'est des défis de comment intégrer le plus possible, soit par des corridors de soins ou dans la même clinique, les soins des femmes. Et il y avait des particularités qui sont vraiment uniques aux femmes vivant avec le VIH. C'est beaucoup lié à la stigmatisation qui est vécue quand les femmes vont dans différents lieux, avoir à réexpliquer tout l'historique et comment le diagnostic du VIH est arrivé, des vécus d'expériences très stigmatisantes vécues dans le système de la santé. Il y en a beaucoup. Je suis certaine que vous en avez entendu. C'est choquant à chaque fois. C'est comme on dirait qu'un aspect qui évolue pas aussi vite que l'aspect médical. C'est très présent. Fait qu'il y avait le souhait le moins de nouveaux médecins et de nouveaux endroits, le mieux. Et s'il y en a, on va se promener que les gens soient intéressés à soigner le VIH. Fait que des corridors de soins, ça fonctionne bien, puis des milieux non stigmatisants, c'était essentiel. Et il y avait aussi l'aspect, le désir d'avoir une implication des pairs, le support par d'autres pairs et le bénéfice que ça peut apporter, ce qui est assez unique et non nécessairement universel pour tous les soins de santé. Alors, de là avait découlé une maison un peu pour symboliser ce qu'on avait retenu, c'est-à-dire que dans le bas ici, les patientes veulent de la compétence médicale avec empathie, confidentialité, respect de la vie privée, de la dignité, puis une connaissance des pratiques scientifiques. Je pense que de base, c'est essentiel. Ensuite, des soins centrés sur le patient, ce qui est quand même un terme connu en médecine familiale et soins de première ligne, qu'on prenne en considération toute la vie de la personne dans ses soins et qu'on implique la personne dans les prises de décision puis dans les soins. Et ce qui était plus caractéristique aux femmes vivant avec le VIH, c'était vraiment d'essayer d'intégrer le plus possible, coordonner les soins différents, si c'est soins VIH et santé des femmes, d'avoir une meilleure sensibilité face à la stigmatisation, puis si possible, l'engagement significatif des pairs, autant dans la prestation des soins, la conception, bon, on en parle des fois dans la recherche en fait, mais dans les soins, ce serait apprécié. Alors, c'est un peu ça qui en était ressorti suite à ces travaux-là. Prochaines étapes.
Donc, à partir de là, on va continuer à évaluer. Bon, il y a beaucoup de marqueurs de soins qui vont continuer à être évalués. Je veux dire, là, la troisième étape du sondage se termine. On a beaucoup de données à regarder et à évaluer. Et comment opérationnaliser ce modèle de soins-là? On a trouvé des concepts, mais comment le faire? Il y a un autre papier qui est en train d'être écrit, qui est un petit peu plus précis dans ce qu'on veut dire et dans le concept, et qui veut donner des outils de travail pour aider les populations. Et il est supposé d'avoir une intervention pilote aussi qui va s'en suivre. Ceci étant dit, je pense que nos données permettent quand même déjà d'être plus alertes à qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les soins. Je pense que je peux peut-être le dire ici, mais je pense que puis ça répond un petit peu à une question qu'on a déjà soulevée, je pense. On n'est pas à une étape au Québec où on peut espérer vraiment dire, bon, ben là, on va obtenir des fonds pour vraiment créer une une clinique pour les femmes vivant avec le VIH, avec tout comme on voudrait. Il faut être un petit peu réaliste dans notre contexte, mais je pense qu'il y a quand même vraiment beaucoup de place à faire des petites améliorations qui peuvent être spécifiques aux cliniques, parce que les cliniques n'ont pas tous les mêmes défis non plus et pas tous les mêmes obstacles. Les cliniques en milieu hospitalier versus en clinique privée, ce n'est pas les mêmes choses. Puis, par exemple, nous, suite, dans le fond, en faisant le projet et en découvrant la nécessité, on a comme réalisé, bon, peut-être qu'il faut trouver un autre moyen pour faire les pap tests. J'ai fini par former les infirmières à notre clinique pour pouvoir faire des pap tests et essayer de les intégrer. On est toujours pris dans les obstacles des systèmes de soins et elles ont beaucoup de tâches aussi à remplir. Mais dans le fond, localement, je pense que des petites étapes sur comment améliorer les soins. Nous, on s'est dit, bien, si les femmes ont leur pap test par l'infirmière, ça enlève ça de l'agenda entre elles et le médecin. Ça enlève l'inconfort des fois de l'avoir. Si leur médecin est un homme, on a vu, je ne l'ai pas montré là, mais on a vu que les femmes qui ont un médecin VIH qui est un homme ont beaucoup plus de risques d'avoir eu un délai. Et je pense que ce n'est pas juste l'homme qui y pense le moins, mais je pense que la femme aussi peut être moins bien à l'aise, aimer beaucoup son médecin, mais être moins à l'aise d'avoir le pap test fait par un homme, surtout qu'on a vu qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu des expériences traumatisantes au niveau de violences sexuelles et tout ça. Alors, je pense qu'il faut essayer d'aller chercher les raisons du délai. Ça ne vient pas toujours du système de santé. Ça peut venir de la personne qui n'a vraiment pas le goût d'avoir le test. Pourquoi? Mauvaise expérience, on peut en parler. Je pense que justement d'intégrer soit des collègues qui ont plus d'habileté ou des collègues femmes ou des infirmières dans ce processus-là peut aider un peu. Bref, toutes les solutions pour essayer de pallier au manque et aux problèmes qu'on voit, il faut aller les chercher puis améliorer localement comme on peut. Je laisse maintenant la parole à Karen. OK, alors, merci Alexandra. Tout ce qu'on vient de parler est disponible en fait dans la publication ou en cours de soumission de publication d'articles. Donc, tout est disponible sur notre site Internet. Vous pouvez aller chercher les articles là ou encore me contacter. Vous allez avoir mon courriel. Vous pouvez me contacter si jamais il y a une donnée, justement, quelque chose qu'on a parlé, qu'Alexandra a expliqué, mais vous aimeriez avoir plus de détails, plus d'explications, vous pouvez m'appeler, m'envoyer un courriel, ça me fait plaisir d'en parler avec vous et de vous envoyer aussi l'article si jamais vous voulez le lire, l'avoir en détail. Tout est disponible. Il y a vraiment beaucoup de publications. Alors, on a présenté ce qu'on pensait qui serait le plus pertinent pour vous, mais il y a aussi plein d'autres choses là, qui pourraient vous intéresser. Et qui continue à venir, parce que je pense qu'il y a 67 analyses en cours présentement. À peu près, environ. C'est une grosse équipe. Alors, tout le monde travaille aussi pour sortir les données publiées puis pour pouvoir aussi rendre l'information qui a été recueillie. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, tantôt on parlait, on avait une question sur l'insécurité alimentaire, ça peut être une très bonne question de mémoire. Je ne me souviens pas d'avoir vu passer encore une demande d'accès aux données à ces données-là en particulier. Alors, ça veut dire qu'il y a de la place pour le faire. Ça peut être super intéressant si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis, ça peut être des analyses tout simplement ou juste des questions au niveau provincial, au niveau national. Des fois, vous pouvez juste savoir dans votre région en particulier, est-ce que c'est une grosse problématique ou comment
comment qui sont les femmes plus touchées. C'est des choses qu'on peut aller voir. On peut regarder ça avec vous. C'est un exemple parmi d'autres. J'ajouterais juste avec la seule limite qu'il faut suffisamment de femmes pour ne pas pouvoir identifier personne. Fait que, par exemple, on va éviter de spécifier une clinique en particulier ou une région où on n'a pas beaucoup de femmes pour ne pas dévoiler le. Fait qu'on regroupe dans ce temps-là, mais ça, on peut s'en parler puis s'ajuster. Merci. Donc voilà, c'est très facile. Vous avez simplement à me contacter, puis on peut voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a plein de choses qui peuvent être faites très intéressantes. Alors, les prochaines étapes, je vais quand même aller vite là-dessus parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais simplement laisser savoir que, bon, oui, Chiwos, les vagues de questionnaires se terminent, ça c'est terminé, mais il y a plein de petits projets, bon, on les appelle comme les bébés Chiwos, si on veut. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de body mapping, c'est de la cartographie corporelle. Alors, on va avoir un atelier en novembre. J'ai déjà les dates, c'est du 18 au 21 novembre, ça va avoir lieu dans la région de Montréal. Donc, c'est une possibilité, en fait, d'adapter l'art-thérapie à la recherche. C'est une retraite de 4 jours qui va avoir lieu dans la région de Montréal. On cherche 6 participantes, donc 6 femmes vivant avec le VIH qui n'ont pas nécessairement participé à Chiwos. Donc, elles ne sont pas obligées d'avoir complété le questionnaire pour venir faire l'atelier de body mapping. C'est vraiment une belle expérience. Moi, je viens juste de le faire comme formation. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Je pense que ça va être quelque chose qui va être vraiment, vraiment le fun. Donc, il faut s'attendre à beaucoup d'introspection. Et comme vous voyez, le produit final là, sur... est-ce que je fais encore? Oui, c'est ici, qui est le produit final après le 3 ou 4 jours d'atelier de retraite fermé. Alors, beaucoup d'intériorisation pour pouvoir le rendre sur papier, qui est une affiche géante, là, qui est grandeur nature. Donc, juste me tenir au courant. Si jamais vous pensez à une femme en particulier que ça pourrait être bénéfique pour elle, vous pouvez me contacter, ça va me faire plaisir, mais je vais aussi donner plus de détails là-dessus peut-être après l'été. Donc, voilà. Ensuite, aussi, autre petit bébé de Chiwos, si on veut, mais je vais laisser la parole à Alexandra puisque c'est mené par une de ses étudiantes au doctorat. Oui, qui est Nadia O'Brien, que certains de vous connaissent parce que c'était la coordonnatrice de Chiwos au tout début et qui a continué à être très impliquée dans le projet. C'est un atelier délibératif. En anglais, ils appellent ça co-design. C'est vraiment d'engager les femmes vivant avec le VIH et les cliniciens à discuter sur comment améliorer les soins. Une première étape séparée et une deuxième étape ensemble pour essayer de voir concrètement qu'est-ce qui pourrait être fait. On le fait seulement au Québec pour avoir essayé un petit côté plus pratique et applicable parce que c'est tellement différent à travers toutes les provinces. Alors, c'est quelque chose qui va être fait probablement cet automne. Donc, à suivre. Et puis voilà, il y a toutes sortes de façons de rester informé. Internet, Facebook, Twitter. J'essaie de faire aussi une infolette 3 fois par année environ que je vous envoie par courriel, par la poste, etc. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Toutes sortes de façons de rester informé. Et nous en sommes à la période de questions. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Je pense qu'on pourrait en parler pendant 3 jours avec la quantité de données qui sont ressorties de l'étude. Si vous avez des questions par rapport à ce qui est vu ou autre chose, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de commentaires. Moi, je me demandais, tantôt on a parlé brièvement un peu de I égale I, justement. Est-ce que les femmes vivant avec le VIH que vous voyez en clinique, c'est quoi leur perception de I égale I? Est-ce qu'elles y croient? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup dans l'interaction? Ou... Oui, en fait, on n'en a pas parlé là, mais il y a eu une analyse aussi. On posait la question sur si est-ce qu'elles étaient au courant de l'impact d'une charge virale sur la transmission. Et on s'est rendu compte là aussi qu'on avait de la place à faire un petit peu plus d'informations. Je trouve personnellement la population des hommes sont beaucoup plus au courant que les femmes dans ce que je vois dans ma clinique. Et je pense que c'est un petit peu ce qui ressortait du sondage, c'est que ça n'avait pas été discuté beaucoup dans les cliniques non plus, l'impact de la charge virale. Fait que je pense que là aussi, il y a beaucoup de discussions à faire et à offrir. Il n'y a pas eu de discussion dans les cliniques avec les femmes ou aussi entre cliniciens, ou les cliniciens sont plus au courant? Les cliniciens, je suis un petit peu biaisée parce que je suis dans une clinique qui traite du VIH, donc on est pas mal
plus de chances d'être tout le monde au courant. À quel point, dans tous les milieux qui traitent du VIH, c'est répandu. Je pense que la plupart sont au courant. Est-ce que tout le monde prend le temps d'expliquer? Je pense qu'on a un petit peu plus de travail à faire là-dessus. Je pense aussi quelque chose qui pourra être intéressant à voir, c'est de voir la perception de la charge virale indétectable sur les risques de transmission à la vague 1 du questionnaire qui est en 2013. Puis maintenant, alors que le I égale I est sorti il y a un an ou deux peut-être, donc c'est assez récent. Donc il y aura peut-être un changement qu'on pourra observer. C'est ça qui pourrait être intéressant de voir parmi les trois vagues. Et veut pas, le fait de participer à l'étude faisait qu'il y avait une explication sur ce qu'on voulait dire par ça, parce que veut pas, si on demandait s'il y avait une explication, bien là, l'explication venait après. Fait que souvent, c'est la même chose pour tout, le dépistage, la connaissance de la loi, c'est juste participer au questionnaire faisait que les femmes, après, sont au courant de beaucoup plus de choses. Fait qu'on s'attend à avoir une augmentation des connaissances par ça aussi. Mais il y a du travail à faire encore. Oui. Je me demandais aussi par rapport, je reviens un peu, là, vous disiez que c'était les jeunes, la cascade de soins est moins optimale, si on veut. Puis c'est par rapport aux 16-30 ans, est-ce qu'il y a des études qui vont regarder un peu la transition entre les soins jeunesse, si on veut, et les soins adultes? Est-ce que c'est à ce moment-là aussi qu'il y a une plus grosse perte au suivi ou c'est... Oui, il y a des questions spécifiquement là-dessus, d'ailleurs, dans CHIWOS, sur soit les femmes qui ont fait la transition ou celles qui sont à le faire. On n'a pas réussi à avoir autant de femmes de cet âge-là qu'on voulait, mais il va en avoir assez pour avoir quand même une idée. Puis c'est sûr qu'on soupçonne que cette étape-là est assez majeure dans les pertes au suivi, puis l'adaptation aux nouveaux soins qui sont beaucoup moins proches, moins souvent, on dit maternant, mais beaucoup moins enrobant presque. Et moins encadré. Moins encadré, mais c'est aussi une étape de vie que la personne veut être moins encadrée et vieillit, devient adulte. Fait que je pense que c'est une étape assez cruciale parce qu'elle arrive à un moment où l'activité sexuelle augmente, l'indépendance augmente. Fait que c'est pas facile, puis effectivement, il va y avoir un papier là-dessus pour vraiment explorer ça, les résultats de ça spécifiquement. Oui, il y a quelque chose qui est en cours présentement à ce sujet-là. Précisément, ça devrait être soumis et publié. Puis par le fait même, on a aussi le soupçon qu'après un accouchement, la première année, ou que là, souvent, s'ils ont été suivis par un obstétricien et ils reviennent à leur suivi VIH, il y a aussi un gap là, qui semble se passer. La femme est occupée avec son bébé, il faut qu'elle aille à une place pour son bébé, pour elle. Souvent, ses soins à elle vont être relayés à plus tard. On voit que là aussi, ça prend plus de temps que ça devrait avant d'être rattrapé. Alors qu'on sait que c'est une période stressante et pas toujours facile. Juste qu'on avait un commentaire sur I égale I, que ça serait intéressant d'explorer dans le dialogue avec les médecins, les attitudes des médecins envers le I égale I qui ne sont pas nécessairement tout le temps accueillantes. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire globalement, autant envers les personnes avec le VIH, les intervenants, le personnel des soins de santé et tout. Donc, merci pour le commentaire. Il reste 1 minute, donc si quelqu'un avait une question éclair, si vous voulez. Sinon, je pense que c'était très clair. Je me demandais, moi j'en avais une dernière. Il y a une intervention pilote qui va être menée. Est-ce que ça va être au CUSUM par rapport au modèle d'intégrer des soins ou c'est pas tout à fait déterminé encore? Je pense qu'on va essayer d'aller chercher plusieurs sites au Québec, mais plusieurs sites. Pour un petit peu discuter des défis des différents sites aussi. Fait que non, pas nécessairement spécifique au CUSUM, mais qui va être inclus. OK. On a hâte d'en savoir plus. Donc, s'il n'y a pas d'autres... Ah, il y a une question. On nous dit qu'il y a un organisme, CASAM, qui s'occupe des femmes vivant avec le VIH, qui ont entamé des ateliers de sensibilisation, même dans les centres de femmes victimes de violences, qui ne vivent pas nécessairement avec le VIH, mais qui sont à risque pour les inciter au dépistage. Donc, c'est super.
les liens qui se font finalement entre organismes. Il y avait malheureusement un projet de recherche qui n'a pas été financé Oui, aussi. avec Mylène Fernet. Oui, avec Mylène Fernet qui voulait faire des ponts justement entre les organismes VIH et les maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences, sachant évidemment la forte prévalence des vécus de violence des femmes avec le VIH et un peu la peur du sida des gens qui peuvent avoir, qui n'ont pas été mis à jour depuis les années 80 par rapport à ça. Donc, malheureusement, il n'y a pas eu les fonds pour le mener, mais bon, il y a toujours des besoins de formation à ce niveau-là. Donc, bravo pour de faire cette démarche-là à Kazam, d'aller former les gens. C'est très nécessaire. Je pourrais peut-être mentionner aussi qu'il y a un changement dans les lignes directrices de dépistage du TSS. Avant, le médecin devait absolument faire un pré-counseling avant de faire un test VIH pour assurer que la personne allait comprendre tous les impacts de si le test est positif. Et après, de donner un rendez-vous de suivi. Et veut pas, ça limitait un petit peu le dépistage à l'urgence et tout ça parce que c'était pas le site, c'était pas le contexte. Et là, ils ont décidé d'enlever ça. Faites un dépistage en risque, en juste, évidemment, il faut aviser le patient, mais avec beaucoup moins de counseling pour diminuer les barrières que ça créait finalement au dépistage et augmenter. Souvent, ben, ça peut être quelqu'un qui est utilisateur de drogue qui se présente pour une cellulite, une infection, ben, c'est donc la belle occasion de faire un dépistage puis d'en parler, mais il y avait trop de protocoles autour, alors c'est l'intention qui va sortir ou qui vient de sortir. Fait que faut essayer de faire encourager plus au dépistage et en faire un petit peu plus. Mais merci à tout le monde. Il est midi, donc je ne vous tiendrai pas plus longtemps. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci à Michel, qu'on ne voit pas, qui est aussi un technique à l'arrière. Mais merci évidemment à vous deux d'avoir pris le temps de venir nous présenter l'étude aujourd'hui. Puis on serait très intéressés d'avoir peut-être une phase 2 après que le traitement des données va avoir été fait, puis aussi par rapport à la vague 1, aussi sur e-Gali. Ça nous a fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à les suivre sur les médias sociaux ou à vous inscrire à l'infolette aussi. Puis, on va prendre la relâche des webinaires pour l'été. Donc, je vous souhaite une belle saison estivale pour les interventions. Puis, on se retrouve à l'automne. Merci.